Bonjour Chams, ça va? Hello Andrea, ça va et toi? Oui, j'ai la forme. Je me réjouis de parler de cette thématique, la santé mentale des jeunes dans l'apprentissage, un sujet qui nous a tout particulièrement touchés. Et avec un témoignage, tu vas aller à la rencontre de Kayla. C'est qui? Alors Kayla, c'est une jeune fille de 17 ans qui a arrêté ses études pendant la première année. Elle avait des études en agriculture et elle a arrêté à cause d'un burn-out et elle va nous raconter un peu son expérience. Je vais aller chez elle dans sa chambre. Allez, on se met en route et on peut lancer le générique, Rodolphe. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Fais voir ta région. Aujourd'hui, on s'intéresse à la santé mentale des jeunes durant leur apprentissage. Comment grandir, comment apprendre? Apprendre, c'est aussi grandir et surtout comment le faire bien lorsque nos émotions sont chamboulées, lorsque notre esprit est fatigué et surtout lorsqu'on se sent en difficulté. On va en parler aujourd'hui avec nos invités. 3 d'entre eux sont avec nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Prenez place. Bonjour. Enchantée. Docteur Montel, bonjour. Prenez place. Merci beaucoup d'être avec nous. En quelques chiffres déjà, le dernier rapport WorkMed 2025 sur la santé psychique des apprentis, mandaté par plusieurs organisations suisses, qui a provoqué des réactions contrastées. On va en parler durant cette émission. Si les chiffres disent qu'aujourd'hui, environ 2/3 des jeunes sont en formation souffrent de troubles psychiques, beaucoup affirment malgré tout se sentir bien dans leur apprentissage. Pour en parler avec nous, Dr Charlotte Montel, bonjour. Vous êtes médecin cadre au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent UPA du CHUV. À vos côtés, Cécile Joanneau, bonjour. Vous êtes responsable des mesures éducatives chez Démarche, société coopérative qui accompagne les personnes vers l'insertion sur le marché du travail. Enfin, Baptiste Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'action politique au Centre patronal, organisation patronale suisse qui est active au service des entreprises. On s'intéressera à vos côtés sur les entreprises et justement cet accompagnement qui peut être fait du côté des jeunes. Docteur Montel, on commence avec vous dans le vif du sujet, vu que vous êtes tous les jours en contact avec les jeunes. Quelles sont vos observations sur le terrain? Peut-être dire que finalement, nous, sur la population qu'on reçoit à la consultation, donc finalement de 0 à 18 ans, on ne remarque pas une surreprésentation des jeunes en apprentissage et finalement, on a plus une surreprésentation des jeunes qui sont aux études plutôt qu'en apprentissage. Oui, voilà ce que je pourrais dire. En tout cas, on n'a pas remarqué qu'ils sont plus en souffrance. Oui, très bien. Donc, pas de chiffres qui sont en augmentation, ça c'est déjà rassurant. Mais quand un jeune est chez vous et qu'il est en détresse aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elle ressemble, cette souffrance ? Ça va principalement être de l'anxiété, des signes d'angoisse, le vécu d'une pression comme ça qui est importante, et puis des fois jusqu'à aller à des symptômes dépressifs, des jeunes qui sont un peu perdus comme ça dans leur vie, qui ne savent plus trop donner de sens parfois. Oui. Cécile Joanneau, vous me disiez en préparant cette interview justement que c'est des choses, cette pression qui est ressentie au quotidien. Vous, quels sont vos retours justement sur le terrain avec Démarche ? Alors, ce que nous rencontrons, c'est la même réalité que rencontre le docteur Montel. Une grande anxiété, un sentiment de pression et puis une urgence, en fait, de trouver le plus vite possible sa voie, signer un contrat d'apprentissage. Et c'est là où nous, on intervient pour temporiser cette urgence et rappeler que le but, c'est une réussite à long terme et pas une réussite à tout prix. Oui. C'est pas une réussite à tout prix, ça c'est intéressant, mais justement avant que cette crise intervienne, est-ce qu'aujourd'hui il y a en tout cas des choses qui sont mises en place pour ne pas arriver à ces situations de crise, ou est-ce qu'on peut mieux faire finalement? C'est ça la question. Alors il y a déjà de nombreux soutiens qui sont en place, autant pour les jeunes qui sont suivis par les services sociaux, les jeunes qui ont un problème de santé, qui ont besoin d'un soutien de l'Office de l'assurance invalidité, mais également des jeunes tout venants qui vont faire appel aux offices d'orientation professionnelle qui proposent de multiples
multiples mesures qui peuvent être chez nous, mais dans d'autres institutions, pour permettre une très bonne préparation, parce que c'est souvent ça qui va garantir la réussite de la formation. Une préparation tant chez les jeunes, mais aussi chez les apprentis, aussi chez les formateurs, ça c'est intéressant. Justement, Baptiste Muller, aujourd'hui, quand on parle de cette question de santé mentale, est-ce que c'est un sujet de préoccupation dans les entreprises ? Oui, c'est un sujet de préoccupation parce que l'apprentissage, une de ses grandes forces, c'est d'être inscrit dans la réalité du tissu professionnel. Donc, au fond, les jeunes découvrent la réalité du monde du travail et puis les employeurs, ils engagent des personnes qui viennent d'un milieu et qui sont aussi dans une certaine situation. Et ce que les employeurs nous disent, c'est qu'ils constatent que, notamment depuis l'épidémie de Covid, on a des jeunes qui sont de plus en plus affectés dans leur santé mentale et, je dirais, globalement une certaine fragilité dans une partie du public où on reçoit un apprentissage. Et donc, les employeurs doivent composer avec ça. Parce que leur but, c'est d'accueillir des jeunes le mieux possible. La transition entre l'école et le monde du travail, elle est pas facile, honnêtement, surtout quand on est jeune, quand on a 15 ou 16 ans. Et puis, il faut accompagner ces jeunes et puis les amener au succès. Alors, le système marche encore assez bien parce que sur 100 jeunes qui rentrent en première année en apprentissage, 5 ans après, il y en a 88 qui sont diplômés avec effectivement une formation professionnelle. Mais enfin, il faut quand même un accompagnement. Il y a des mesures, il y a des professionnels de la santé, il y a des professionnels au niveau de l'État qui font du coaching. Mais les employeurs, ils ont leur rôle à jouer. Oui, en particulier les formateurs en entreprise, les gens qui sont vraiment au contact. Docteur Montel, je vous vois justement acquiescer. Donc, ce qui est dangereux, si on résume, c'est finalement peut-être cette rupture, ce manque de connexion qui peut arriver, comme on l'a dit, comme dans le cas du Covid. Oui, c'est ça. Puis, là où je hochais aussi la tête, c'est que je pense qu'il y a les formateurs en entreprise, ils ont un rôle primordial parce qu'on a quand même, en tout cas, nous, dans la consultation, des fois, on a des jeunes qui, justement, sont beaucoup attachés à leur patron, comme ils les appellent. Il y a quelque chose de l'ordre du respect qui s'inscrit, qui est très présent, beaucoup plus qu'à l'école, par exemple. Et je pense que c'est ces formateurs qui ont aussi un impact parce qu'ils ont une proximité avec le jeune et puis ils ont un lien qui est vraiment tout particulier avec le jeune, un lien qu'un enseignant n'aura pas, par exemple, et qu'un parent n'a des fois peut-être plus. Donc, ils ont vraiment un rôle important dans le dépistage, je pense, dans le repérage. Ouais. Je vous propose tout de suite de donner la parole à Shams. Shams, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis avec Kayla, 17 ans, et on est actuellement dans sa chambre à Gland. Elle était apprentie jusqu'au mois d'avril. Elle a suivi une formation donc en agriculture. Il y a plein de vaches qui nous entourent. Et justement, d'où venait cette passion, cet attrait pour l'agriculture? J'ai un peu grandi là-dedans. J'ai toujours été dans une ferme et tout. Maman, j'aurais été agricultrice, donc j'ai toujours adoré ce métier. J'ai décidé de prendre dans cette voie. Et du coup, vous avez fait un apprentissage, mais vous avez arrêté en première année à cause d'un burn-out. C'est ça. Et comment ça s'est passé sur le terrain quand vous avez été confronté au monde du travail? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous? Au début, ça allait très bien. J'ai toujours adoré. Je me mettais beaucoup de pression pour réussir et pour pas être comme les autres, vu que je suis pas dans le domaine agricole. Et au final, je commençais à fatiguer beaucoup. J'arrivais pas à dormir tellement j'avais pression. Les cours, ça devenait trop. Et j'ai fini par craquer. Donc c'était avec un employeur donc de la région. C'était dans quel domaine? Dans l'agriculture. Plus précisément dans les vaches allaitantes et les céréales. Et du coup, c'était donc les horaires qui étaient trop importants, le rythme de travail en lui-même, en fait, de l'agriculture qui convenait pas, ou l'accompagnement que vous aviez sur place, vous arrivez à discerner ce qui ne fonctionnait pas? Les deux, ça allait. Enfin, j'avais quand même pas mal d'heures, mais c'était des heures banales. Juste, du coup, je me mettais beaucoup de pression, donc je fatiguais très vite. Et l'employeur en elle-même, elle allait bien, juste elle n'était pas toujours là, mais c'était ça qui était un peu compliqué, mais sinon ça allait bien. Donc des horaires très importants et l'absence de la personne sur le terrain avec vous. Et comment ça s'est manifesté sur vous, sur votre travail, ce surmenage? Vous avez, c'est quelque chose qui s'installe, qui est insidieux, j'imagine. Ouais, c'est venu un peu petit à petit. Je l'ai pas remarqué tout de suite, j'ai plutôt voulu l'ignorer. Mais ouais, c'est venu comme ça, je saurais pas expliquer. Il y a eu des symptômes ou une journée particulière où vous vous êtes dit là, j'ai atteint ma limite? Oui, c'est la fatigue, franchement, j'étais épuisée, c'était difficile pour moi de faire une journée entière sans
me fondre en larmes dès que ma patronne me tournait le dos. Enfin, dès que personne ne me voyait, je fondais en larmes. C'était vraiment compliqué les derniers jours où j'ai pu bosser là-bas. Et ouais, c'est ça. Vous me disiez que les derniers mois, vous avez été accompagné psychologiquement, donc vous aviez quand même un soutien dans les derniers mois, mais ça n'a pas changé la donne pour autant. Ouais, mais ça m'a pas beaucoup changé parce que je sais pas me confier. J'avais peur que ma psy dise ce que je dis à mes parents. Au final, je disais rien. Et du coup, on va continuer à parler des conséquences que ça a pu avoir sur vous dans la suite de l'émission. Donc, on revient tout à l'heure. Merci Shams, merci Kayla. Docteur Montel, j'aimerais vous faire réagir parce que j'imagine que ça vous touche. Comment ne pas être touché à ce genre de situation? On entendait Kayla dire qu'il y avait notamment cette situation d'urgence et cette peur cette peur de se confier. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on a aussi on a beaucoup de jeunes qui ont des fois, en fait, qui ont honte d'avoir un moment de fragilité. Parce qu'ils se disent, je rentre dans le monde du travail, je dois être fort comme les adultes. Et puis du coup, ils se sentent mal à l'aise, je pense, des fois, de se sentir plus vulnérables. Et effectivement, je suis pas étonnée que ça soit qu'il y ait cette peur de se confier, parce que ça voudrait dire qu'on montre un peu de faiblesse, puis on n'a pas envie, parce qu'on est apprenti, on rentre dans le monde du travail, on devrait y arriver, on devrait être dur, on devrait être fort. Et puis c'est là où je pense qu'il manque un petit ajustement, puisqu'on entend aussi dans son témoignage, c'est que c'était pas tant la charge de travail, c'est de l'investissement, il y avait beaucoup d'investissement, et puis peut-être qu'il a manqué pas grand-chose, de reconnaissance et puis de soutien du patron pour dire « écoute, là, ce que tu fais, c'est bien », de valoriser. Je pense que ces jeunes, ils sont en recherche d'être valorisés, sauf que dans le monde du travail, c'est pas qu'il n'y a pas le temps, c'est que c'est normal, on avance. Parce que l'apprentissage, ça sert aussi à ça, à être chamboulé quelque part. Oui, ils sont pas toujours prêts. On ne les prépare pas suffisamment. Ils sortent quand même de l'école où ils sont quand même assez coucounés. Les devoirs, ils sont assez coucounés. Et puis là, ils arrivent dans le monde du travail. Déjà, des fois, le premier changement, c'est qu'on va les vouvoyer, alors que juste avant, on les tutoyait à l'école. Donc, c'est déjà un changement. Ils ont un statut complètement différent. Et puis, pour certains, c'est une libération. Et puis, alors, pour d'autres, c'est un peu panique à bord. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire, Baptiste Muller, si on synthétise, qu'aujourd'hui, il manque peut-être une passerelle entre l'école et aujourd'hui l'apprentissage. Donc, rajouter encore une strate. Ouais, je ne sais pas, parce qu'on est vraiment, nous, pas très favorables à la prolongation de la durée des études. On est déjà dans une situation aujourd'hui où l'âge moyen d'entrée en apprentissage, en tout cas dans le canton de Vaud, c'est 19 ans, c'est passé 19 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui retardent l'entrée en apprentissage, soit parce qu'ils ont fait autre chose, une mesure de transition, ou ils sont passés par le gymnase, par exemple. Donc, rajouter une strate entre l'école et le monde professionnel, je ne pense pas que c'est une solution, d'autant plus que il me semble que la majorité des jeunes arrivent à s'adapter dans le cadre de l'apprentissage, que les employeurs, dans leur majorité, sont quand même bienveillants, en particulier pendant les 6 premiers mois ou la première année. Quand on engage un jeune de 15 ans, on sait très bien que il va falloir insister sur les horaires, il va falloir l'encadrer, il va falloir l'accompagner, il va falloir le soutenir, il va falloir être tolérant et bienveillant par rapport à tout un tas de choses. Donc, ce sont des choses qui se font. Et puis, pour ceux qui ont cette difficulté de transition, il y a des mesures qui peuvent être mises en place dans le cadre de l'entrée en apprentissage. Et puis certains qui ont besoin d'une période un peu de tampon entre deux, ils peuvent bénéficier de soutien et de mesures particulières. Ouais. Justement, Cécile, est-ce que vous avez des exemples de bonnes mesures qui peuvent être et qui sont aujourd'hui pratiquées dans notre région? Il existe des démarches. Peut-être nous rappeler aussi comment vous accompagnez ces jeunes qui aujourd'hui sortent du cursus. Quelles sont les solutions? Alors, nous accueillons des apprentis, une soixantaine d'apprentis qui sont orientés par les services sociaux ou par les offices d'orientation professionnelle. Et puis, notre modèle d'intervention favorise un encadrement dual, donc par un formateur terrain, également par une intervenante socio-professionnelle. Et le fait que cette intervenante va pouvoir se rendre disponible pour des problématiques autres que liées aux connaissances métiers, aux aspects vraiment liés au travail, des aspects sociaux, sanitaires, des problèmes de logement, problématiques familiales. Ça veut dire quoi, pardonnez-moi, qu'il doit y avoir une alerte qui est faite? Plutôt un système de veille pour éviter que, dans le cadre, par exemple, du témoignage, on passe à côté des signaux d'alarme. Parce qu'il y en a, les jeunes ne sont pas rendus attentifs à cela. Et si le formateur n'est pas toujours sur le terrain, et ça, c'est normal, le fait qu'il y ait une deuxième personne qui soit attentive à ces signaux, qui puisse les prévenir et mettre en lien avec le système de soins, c'est un facteur de réussite qui nous permet d'être satisfaits
du modèle d'apprentissage que nous proposons. Ouais. Si on revient sur cette étude WorkMed, elle a été reprise et catalysée aujourd'hui 2 types de discours. Alors, il y a eu un discours très revendicatif qui a été porté par les syndicats et les jeunes partis, qui plaident pour davantage de soutien et de repos, notamment avec plus de semaines de vacances, et une lecture plus nuancée, venue du milieu économique, qui vante les points forts du système de l'apprentissage, tout en préconisant une vigilance ciblée sur les zones de fragilité. Baptiste Muller, où est-ce que vous vous situez? Bon, évidemment, je ne vais pas vous... vous pensez bien où je me situe, mais enfin, on a quand même un point de vue nuancé sur la question au centre patronal, parce qu'on se rend bien compte de la situation dans laquelle les jeunes sont aujourd'hui, de cette fragilité que j'évoquais avant. Et donc, on plaide auprès des employeurs pour qu'ils fassent preuve de bienveillance et qu'ils accompagnent les jeunes de la meilleure façon possible. Maintenant, nous, on ne soutient pas l'idée de prolonger la durée des vacances des apprentis, comme ça a été une revendication qui est venue chaque année, mais qui est venue cette année plus fortement de la part des syndicats. On ne pense pas que c'est une solution aux difficultés d'ordre de santé mentale que les jeunes rencontrent aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est 2 semaines de vacances de plus par année qui va changer grand-chose. Maintenant, on se rend bien compte que la transition entre l'école et le monde professionnel, elle est difficile, que l'apprentissage souffre un petit peu d'un manque d'attractivité, en particulier en Suisse romande, par rapport aux formations générales, et que donc on doit travailler sur cette attractivité-là. Il y a des professions qui font le choix d'offrir davantage de vacances, et il y en a d'autres qui ne le font pas. Parce que c'est plébiscité, on le voit quand même dans les chiffres. C'est vrai que par rapport à cette pétition qui a été lancée du côté de l'Union syndicale suisse, c'est quand même 95 000 signatures qui sont en faveur de 8 semaines de vacances. Mais j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous disiez, c'est notamment les domaines d'apprentissage. Parce que là, si on entend le témoignage de Kella, c'est un domaine bien particulier, l'agriculture, qui a lui traversé, et aujourd'hui on entend aussi une certaine souffrance du côté des agriculteurs. Est-ce que vous sentez peut-être dans les témoignages que vous recevez qu'il y a des domaines qui sont plus touchés que d'autres? Question ouverte à tous. Alors, si je me permets, après je vous passe volontiers la parole, mais pour nous, ce qu'on voit du côté employeur, il y a des différences marquées entre les domaines professionnels. La situation du monde de la construction n'est pas la même que dans l'agriculture ou pour les emplois de commerce ou dans les métiers de la santé. Il y a des défis qui sont différents pour les employeurs et pour les apprentis aussi. Et ça m'amène simplement à dire qu'on n'est pas favorable à l'idée de mettre une solution globale qui imposerait 8 semaines de vacances à tout le monde ou d'autres conditions généralistes. Il nous semble que c'est plutôt aux branches de s'organiser, de discuter entre partenaires sociaux et puis de trouver des solutions qui sont adaptées à leur milieu professionnel. Quels sont justement peut-être les secteurs où justement ces questions de santé mentale sont un peu plus sensibles aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que dans l'étude WorkMed, il y avait une distinction secteur par secteur. Moi, je vois des différences surtout sur la capacité à recruter des apprentis, à attirer des nouveaux apprentis qui étaient différents en fonction des secteurs. Maintenant, pour les questions de santé mentale, je ne saurais pas vous dire, malheureusement. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment, docteur Montel, que ça a changé peut-être? Est-ce que c'est une histoire de génération, si je le dis autrement? Au risque de passer pour une vieille, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi, dans le sens où, je ne sais pas si c'est une histoire de génération, en tout cas, ce qui est clair, c'est que maintenant les jeunes ont moins de difficultés à pouvoir dire que c'est difficile, c'est compliqué. Je pense que moi, ma génération, pourtant je ne suis pas très vieille, on y allait, on ne se posait pas forcément de questions, et puis ça passait un peu en force. Voilà. Là, maintenant, c'est un peu différent, c'est-à-dire que dès que ça ne va pas trop, on va se mettre un peu en retrait, et puis c'est plus compliqué. Je trouve qu'ils peuvent être assez revendicateurs, des fois, les jeunes, en disant « ça ne va pas, c'est pas normal, c'est trop compliqué ». Plus de congés, je ne sais pas non plus. Enfin, moi, les exemples que j'ai en tête de mes patients qui sont en apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui m'ont relevé au premier plan. Je pense qu'il y a une histoire aussi de génération et on doit accepter aussi de plus les écouter. Pour autant, il faut qu'ils rentrent dans le monde du travail. Donc, je pense qu'il faut les écouter. Mais c'est paradoxal du coup, parce que si on les écoute, si je vous entends, du coup, c'est donner encore plus de place à ça. Alors, mais en même temps, on le voit, il y a une réelle souffrance. Mais les écouter sur le terrain. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pouvoir écouter un jeune qui parle pas, mais qui en même temps se montre plus fatigué, arrive presque systématiquement en retard, participe pas, par exemple, aux pauses en commun avec les autres. Là, il faut être attentif parce que là, il envoie un message que ça va pas. Puis c'est là où il faut les écouter. Pas forcément dans les revendications de dire « il me faut 10 semaines de congé ». Parce que ça, selon moi, à un moment donné, il faudra quand même avoir que 4 ou 5 semaines de congé. Donc, il va falloir y passer à un moment donné. Donc, moi, c'est plus de les écouter sur le terrain, au quotidien, être attentif aux signaux. Qui sont là. Exactement, aux signaux. Cécile. Oui. Je ne m'accorderai pas forcément avec vous sur l'aspect générationnel. Je pense qu'il y a un changement du rapport au travail qui se fait déjà depuis de nombreuses années, pas uniquement
de la part de la jeunesse, mais également de notre part, avec beaucoup plus de réorientation professionnelle, plus de travail temps partiel, un souhait de télétravail. Donc, en fait, il y a une revendication quand même sociale à pouvoir équilibrer un peu mieux la vie privée, la vie professionnelle. Je pense que le souhait de vacances n'est pas qu'auprès des apprentis et des autres. Donc, je crois que le questionnement doit être dans quel est le meilleur rapport au travail maintenant, avec les sollicitations diverses et variées auxquelles on peut faire face. Des personnes sont sollicitées le week-end, durant leurs vacances, leurs congés, et c'est estimé normal. Et ça conduit aussi à parfois à dégoût, une difficulté à rebondir. Et puis les apprentis réagissent à ça, ils disent mais est-ce que moi j'ai vraiment envie d'entrer là-dedans? Donc je pense qu'il y a une coïncidence entre les générations et que ce n'est pas uniquement pour les apprentis. Je suis d'accord avec vous. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Il faut faire évoluer aussi la vision du travail. Il n'y a plus la notion de sacerdoce qu'on pouvait avoir il y a des dizaines d'années en arrière. Et puis, effectivement, le travail, c'est aussi plus pour permettre de s'accomplir dans sa vie, plus qu'un accomplissement à proprement parler. Ouais. Des pensées en tout cas différentes, c'est intéressant. On va y revenir d'ici quelques instants. J'aimerais redonner la parole à Kayla avec justement aujourd'hui l'avenir qui se présente à elle. Shams, vous avez la parole. Oui, alors je me trouve toujours dans la chambre de Kayla Aglan, donc qui a arrêté sa formation en agriculture en première année pour cause des burn-out. Donc, vous nous avez un peu expliqué du coup ce qui a poussé à cette situation. Mais quelles ont été les conséquences sur vous, sur notre état de santé? Pour moi, la vie, elle avait plus de sens. Vu que j'avais pas envie de vivre, j'avais pas envie de perdre ma vie et c'était compliqué. Et ça l'est toujours, je me suis pas revenue. Du coup, en fait, ça m'a vraiment détruit toute ma vie. Et ça, c'était pendant la formation, donc sur les quelques derniers mois. Est-ce que vous avez rencontré du coup d'autres personnes qui vivent la même situation que vous, qui eux aussi ont été victimes de burn-out en apprentissage? Donc, du coup, j'ai été hospitalisée 2 fois, deux fois pendant l'apprentissage. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens qui vivaient aussi la même chose que moi, ou qui étaient proches de ce que j'ai vécu. Elle a été hospitalisée pourquoi? Des tentatives de suicide. Et donc, malgré cet acte et votre accompagnement, vous avez quand même souhaité continuer l'apprentissage. Oui, je voulais pas lâcher, c'était ma vie, ce métier, c'était toute ma vie, c'était ma passion. Je me suis battue pendant quand même très longtemps pour réussir à avoir l'apprentissage, donc je voulais pas lâcher. Et qu'est-ce qui, du coup, a mis fin finalement à l'apprentissage? Il y a quelque chose, un élément déclencheur, quelque chose qui vous a dit là, j'arrête? Moi, j'avais parlé à ma patronne que je pensais arrêter l'apprentissage. Et pendant ma deuxième hospitalisation, c'est elle qui a pris la responsabilité de ce seul contrat. Donc, on m'a bien tout aidé. Et après, du coup, le travail s'arrête, la formation aussi. Donc, comment vous avez réussi à vous relever, à vous remettre de tout ça? Ça prend du temps. J'ai pas encore réussi à me relever. C'est toujours compliqué et c'est toujours suivi du coup par ma psy, une psychiatre et d'autres personnes autour de moi. Maintenant, je travaille encore de temps en temps chez des paysans qui me contactent pour de l'aide. Du coup, j'ai pas coupé les liens entre moi et ma passion. Maintenant, du coup, je suis suivie et puis j'essaie de me relever avec tout ce qu'on me propose comme solution. Et quand vous êtes doublement suivi en psychiatrie et psychologie, c'est ça? Est-ce que, c'est encore frais, mais vous arrivez à imaginer des pistes de solutions, des choses qui auraient pu être mises en place pendant votre formation ou chez votre employeur ou avec vous-même pour éviter d'arriver à cette situation? Est-ce que vous avez des pistes peut-être à nous proposer? Je pense que j'aurais dû me mettre beaucoup moins la pression. J'avais tellement de pression en moi pour montrer que j'y arrivais. Et ça m'a trop... Enfin, j'étais épuisée, quoi. Et puis, je pense que si je mettais moins de pression, je serais encore en apprentissage. Et comment on aurait pu vous aider à avoir moins de pression? Ça, je sais pas. Parce que même moi, je sais même pas comment je pourrais me mettre moins de pression. Et là, aujourd'hui, vu que vous avez tenu à partager votre histoire, c'est que vous m'avez dit que vous allez quand même vers le mieux, heureusement. Comment vous voyez l'avenir? Vous voulez reprendre vos études? Vous voulez faire quoi? Maintenant, je vais
faire une année sabbatique du coup. Et puis en août, je vais normalement commencer un apprentissage en ACC, pardon. C'est quoi? Assistance, je sais plus ce que c'est, mais c'est dans le médical, du coup. Et puis partir dans les études d'éducation. Donc, ça va vers le mieux et ça fait du bien à entendre. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce témoignage avec nous. C'est important. Merci. Merci à Kayla pour son témoignage, comme quoi il est important d'en parler et toujours plus que ces questions aujourd'hui soient mises en avant. J'aimerais revenir à vous, docteur Montel, si vous le voulez bien. On l'entendait du coup, cette souffrance qui n'est pas toujours visible. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en tout cas, une démarche plus humaniste est compatible avec la réalité du travail et cette performance? Est-ce qu'on peut changer les choses et cette vision de mentalité, vous le disiez tout à l'heure, qu'il y avait aujourd'hui à changer dans la performance du travail? Oui, je pense que c'est enfin voilà, moi je me répète un peu, mais je pense vraiment que c'est aussi important de pouvoir écouter les jeunes. Alors les écouter, c'est aussi repérer les signaux, mais c'est aussi pouvoir partager aussi avec eux des fois nos propres expériences, parce qu'on a tous été des jeunes, on a tous été un premier jour, une première année sur le marché du travail, et d'expliquer aussi comment nous on a pu réussir, comment on a pu dépasser ses peurs, voilà, toujours l'envie de bien faire. Je pense de partager nos expériences et de simplement finalement de la bienveillance et de l'écoute et d'être attentif et pas juste de se dire bon, il faut y aller, ils doivent y aller, et puis de rentrer un peu en forcing, parce que autant ça marchait il y a quelques années, maintenant ça marche plus ce système-là, parce que voilà, les choses évoluent. Et puis vraiment, de la bienveillance. Enfin, ça paraît un peu bête comme ça. Ouais, ça paraît bête, mais dans le concret, Baptiste Muller, est-ce que cette approche plus humaniste, elle permet toujours une performance aujourd'hui professionnelle? Oui, bien sûr. Je voulais dire que le témoignage de Kayla m'a beaucoup touché. C'est une situation qu'il y a de nombreux jeunes qui rencontrent, d'arrêter un apprentissage en première année, de se réorienter, de partir dans une autre voie. Alors, je suis très heureux qu'elle ait trouvé son chemin. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, elle dégage beaucoup de force. Donc, je ne doute pas qu'elle va parvenir à ses objectifs. L'apprentissage, il vit en tension permanente entre la performance et la transmission de connaissances. C'est le cas pour les apprentis, c'est aussi le cas pour leurs formateurs, qui doivent jongler sur leur ton professionnel pour réussir à transmettre, mais en même temps, ils doivent produire eux-mêmes. Mais est-ce que ces formateurs, aujourd'hui, ils sont formés justement sur ces outils, sur ces signes précurseurs? Probablement pas suffisamment. Aujourd'hui, pour être formateur entreprise, il faut suivre une formation de 40 heures, qu'on appelle le CFFE. Je ne vais pas essayer de l'abréviation, c'est comme ASCC. Et ces 40 heures, ça représente, c'est pas beaucoup, ça représente 5 jours complets de cours. C'est vraiment les bases du système de formation, comment accompagner un jeune, etc. Mais il n'y a probablement pas beaucoup ces questions de détection psychologique ou d'assistance, de premiers soins psychiques qui peuvent être donnés. Il y a des réflexions qui sont en cours dans notre canton pour enrichir ce cursus, soit d'exigences de formation continue, lorsque les autorisations de former sont renouvelées, soit initialement lors du début de former. Alors nous, on ne souhaite pas que ce soit excessif comme mode de formation, mais s'il en faut, c'est plutôt de la formation continue que de rajouter une barrière supplémentaire à l'entrée à être formateur. Mais c'est des questions qui doivent être intégrées parce qu'on voit que c'est un besoin pour beaucoup de jeunes. Oui. Et donc, je me permets d'être un tout petit peu long, mais pour dire que le rôle du formateur entreprise, il est très important. Il y a des études de la Haute École de formation professionnelle qui sont faites. On a eu une conférence là-dessus la semaine passée d'une professeure docteur de la HFP, la Mamra, qui parlait de ça. Le rôle du formateur, il s'arrête très peu souvent à des aspects uniquement professionnels. Quand on devient formateur la première année, on se dit « Ah, c'est bon, c'est le privé, j'ai mon privé à côté, ça c'est le professionnel, on fait une barrière claire. » Mais dans la réalité, très vite, ça devient une deuxième maman, un deuxième papa qui va aider plein de démarches extra-professionnelles, un peu comme démarches aussi, des questions administratives, de loyer, des questions personnelles, d'accompagnement de vie. Et on le voit dans le témoignage de jeunes qu'on rencontre. Et donc, il ne faut pas négliger aussi ces formateurs. Et je pense que les employeurs doivent donner de l'espace à ces personnes parce que c'est eux qui peuvent après accompagner les jeunes. C'est une richesse, parce qu'il y a quand même, nous, beaucoup de jeunes qui, le fait de partir en apprentissage, c'est vraiment un deuxième souffle pour eux. Et puis, on observe une amélioration psychique importante parce que l'école ne leur convenait pas du tout. Et ils sont en apprentissage avec justement un patron, le patron, comme ils disent, ou la patronne, qui leur apporte vraiment comme ça un référentiel, un imago de référence qui est très important et très soutenant. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je trouve super. Ouais. Vous disiez d'ailleurs que l'apprentissage permet aussi peut-être un service, un accompagnement beaucoup plus personnalisé que l'école, où les formateurs
peuvent passer plus de temps justement avec les jeunes. Ils sont souvent plus impliqués aussi parce qu'ils ont, c'est leur apprenti. C'est pas comme une classe où ils sont 18-20, c'est leur apprenti et puis ils sont plus impliqués. Alors effectivement, ça a des impacts aussi pour les formateurs parce que c'est une implication qui va au-delà du temps de travail, mais c'est vraiment une richesse pour certains jeunes. Ouais. Cécile, j'aimerais terminer justement avec ces solutions toujours plus. On le disait aujourd'hui, il y a des réflexions dans notre région pour pousser les choses encore plus loin. Qu'est-ce qui manque, sans dire voilà, qu'il faut rajouter des strates ou autres, mais voilà, vous, si vous aviez des recommandations, en tout cas des envies à donner déjà du côté des apprentissages, du côté des formateurs, ça serait quoi ? Dans un monde idéal. Dans un monde idéal, ce serait super que le soutien qu'on propose aux apprentis, on puisse le proposer de plus largement aux employeurs, parce que les employeurs, les formateurs sont aussi sous pression, on le sait, hein, il y a des exigences économiques, il y a des normes de qualité qui augmentent, il y a des pressions par rapport aux arrivages, à l'organisation des organisations. Et le fait qu'ils puissent être conseillés et soutenus, eux également, dans leurs fonctions de manière facile et rapide, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. On l'a fait pour les apprentis, mais je pense qu'il faut aussi penser, comme vous le disiez, aux formateurs qui sont en contact direct et qui se retrouvent parfois en difficulté par manque de connaissances, par manque de moyens aussi qui leur sont mis à disposition. Cécile Joanneau, docteur Charlotte Montel, Baptiste Muller, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions essentielles aujourd'hui, puisqu'on l'entend, hein, la souffrance physique ne se voit peut-être pas toujours, mais elle existe, une réalité qui concerne, on l'a dit, les familles, les entreprises, les écoles, les institutions et surtout les jeunes eux-mêmes. Très belle suite de programmes à vous qui nous regardez depuis la maison. À demain.